L'affaire que nous allons explorer aujourd'hui est une blessure historique qui n'a jamais complètement cicatrisé dans la mémoire de la capitale belge. C'est l'histoire de Jeanne Van Calck, une petite fille de 8 ans qui a disparu dans les rues de Bruxelles. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement l'affaire d'une enfant perdue. C'est un récit sur une enquête remplie d'échecs incroyables, un crime qui a exposé le côté le plus sombre d'une ville en pleine modernisation, et l'incompétence qui a laissé toute une ville en panique. Une autre enfant, une amie de la victime, a témoigné avoir vu la fillette marcher tranquillement avec un homme élégant, quelqu'un en qui elle avait apparemment confiance. Cependant, la police de l'époque, avec un sentiment d'arrogance et de préjugés, a fait quelque chose qui est encore difficile à comprendre aujourd'hui. Ils ont tout simplement ignoré complètement ce témoignage crucial, ce qui a compromis toute l'enquête. Et vous n'allez pas croire la raison derrière leur décision. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons démêler ce crime qui a ébranlé Bruxelles et cette enquête qui a échoué de manière absurde. Avant de continuer, je vous demande simplement de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter les meilleurs cas et les mieux documentés. Et bien sûr, aimez cette vidéo et laissez un commentaire ci-dessous. Votre engagement est vital pour que cette histoire atteigne plus de gens. Maintenant, passons au crime. Bruxelles, 1906. Un scénario de contraste et d'inégalité. L'aube du XXe siècle a apporté une dualité frappante à Bruxelles. D'un côté, la ville s'étendait avec l'éclat de la modernité. Les tramways électriques, nouvellement inaugurés, parcouraient les larges nouvelles avenues, transformant le rythme de la vie. Les journaux circulaient à chaque coin de rue, et les cafés du centre-ville, comme le célèbre le Falstaff, se remplissaient d'intellectuels, d'artistes et de la bourgeoisie locale, qui discutaient de l'avenir d'une Europe en transformation. C'était le visage public et progressiste de Bruxelles, une capitale confiante en son avenir. Mais de l'autre côté, il y avait une réalité amère, cachée dans l'ombre des quartiers périphériques et des ruelles sombres. Là, des milliers de familles ouvrières vivaient dans des conditions de pauvreté extrême, confrontées à un contraste social violent et à la lutte constante pour la subsistance. La vie était dure, le travail épuisant, et les préjugés sociaux contre les plus pauvres étaient profonds et implacables. C'est dans ce contexte que vivait Françoise Van Calck, une jeune femme de seulement 26 ans, marquée par un fardeau que la société belge de l'époque pardonnait rarement. Elle était une mère célibataire. Le père de l'enfant, un typographe habile qu'elle avait rencontré lors d'une fête de quartier, a tout simplement disparu de sa vie dès qu'il a appris la grossesse. Il a laissé Françoise seule pour affronter les regards de condamnation des voisins, la désapprobation des employeurs et la dureté d'élever un enfant sans aucun soutien masculin. Les portes de nombreuses maisons se sont fermées à elle, et la vie était une bataille constante contre le jugement social. Cependant, Françoise n'était pas complètement démunie. Ses parents, des travailleurs honnêtes et résilients, ont accueilli leur fille et leur petite-fille avec une détermination inébranlable et un amour sincère. C'était une famille unie par la nécessité, la loyauté et un lien affectif qui s'avérait plus fort que la dureté du monde extérieur. Cette petite fille, l'enfant qui captivait l'attention de tous, s'appelait Jeanne Van Calck. Petite pour ses 8 ans, avec des cheveux bruns toujours bien coiffés avec des rubans et des yeux curieux, elle était décrite par tous comme une petite fille exceptionnellement bien élevée, intelligente et pleine de vie. Les voisins s'arrêtaient souvent pour discuter avec elle, commentant son sourire facile et la manière respectueuse avec laquelle elle saluait les adultes, toujours avec un doux bonjour et une révérence. Jeanne vivait principalement avec ses grands-parents, mais elle maintenait un rituel sacré dans sa routine. Chaque soir, elle marchait jusqu'au modeste appartement de sa mère pour une brève visite. Son grand-père, Jules Van Calck, 52 ans, était un homme fort et résilient qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Pendant la journée, il conduisait des tramways sur les lignes les plus fréquentées de la ville, supportant le bruit assourdissant et la fatigue physique. Le soir, il complétait ses revenus en vendant des billets au prestigieux Théâtre du Parc, l'un des principaux lieux de spectacle de Bruxelles. Malgré la fatigue accumulée, il ne permettait jamais à Jeanne de faire le trajet jusqu'à la maison de Françoise seule. C'était une tradition établie. Grand-père et petite-fille marchant ensemble dans les rues pavées mal éclairées par des lampadaires à gaz, discutant de la journée de la fillette et de ses petits secrets, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'appartement où Françoise les attendait avec du thé chaud et des biscuits faits maison. Pour les Van Calck, Jeanne n'était pas seulement une petite fille, elle était le symbole de l'espoir et de la joie au milieu des difficultés. C'était la lumière qui les guidait,
et la promesse d'un avenir meilleur. Mais dans cette Bruxelles au contraste violent, où la modernité coexistait avec des crimes brutaux et où la police opérait encore avec des méthodes archaïques, personne n'imaginait que la routine familiale était sur le point d'être brisée à jamais. Le dernier trajet d'une fillette innocente. La matinée du 7 février 1906 s'est levée, froide et mélancolique, à Bruxelles. Des flocons de neige tombaient paresseusement sur les rues pavées, créant une fine couche glissante. Le thermomètre affichait un désolant 3 degrés C et le vent cinglant venant du nord forçait les gens à se dépêcher sur les trottoirs, blottis dans leurs épais manteaux de laine. La ville semblait vouloir se cacher sous une couverture blanche et froide. Jules Van Calck s'est réveillé ce matin-là avec une préoccupation qui le tourmenterait pour le reste de sa vie. Il était en retard. Son service dans le système de tramway s'était prolongé en raison d'un problème mécanique sur la ligne principale. Et maintenant, il devait se précipiter pour arriver au théâtre du Parc à temps pour ouvrir la billetterie. La pièce du soir était une opérette française très attendue et il ne pouvait pas se permettre d'être à nouveau en retard. Le superviseur lui avait déjà donné un avertissement sur la ponctualité la semaine précédente et son emploi, la seule source de revenus sûre de la famille, en dépendait. Comme toujours, Jeanne est apparue à 19h30 précise chez ses grands-parents. Elle portait sa veste de laine bleu marine, un tablier à carreaux que sa grand-mère avait spécialement cousu pour elle et des chaussures en cuir noir bien cirées. Dans ses mains, elle portait un petit panier de biscuits et de bonbons pour sa mère, impatiente de partager l'affection de sa grand-mère. « Grand-père, il est l'heure », a-t-elle dit, en balançant ses pieds, en l'attendant dans la petite pièce, mais soigneusement rangée. Jules a regardé l'horloge murale, un cadeau de mariage qui fonctionnait depuis plus de 20 ans, et a senti un poids dans sa poitrine. S'il accompagnait Jeanne comme d'habitude, il arriverait au théâtre avec au moins 40 minutes de retard. La perspective de perdre son emploi était terrifiante. « Jeanne, ma chérie », a-t-il dit, en s'agenouillant à la hauteur de sa petite fille et en tenant ses petites mains. « Grand-père doit aller directement au travail aujourd'hui. Peux-tu aller seule chez maman ? Il te suffit de suivre le chemin habituel. » La fillette a hésité pendant quelques secondes. Elle n'avait jamais fait le trajet de 15 minutes seule, mais elle connaissait chaque coin de rue, chaque magasin, chaque lampadaire du parcours. Il n'y avait que 4 pâtés de maisons à travers des rues qu'elle fréquentait depuis qu'elle était petite. « Je peux le faire, grand-père », a-t-elle répondu avec détermination. « C'est tout près. » Jules l'a serré fort dans ses bras, a embrassé son front et a répété les instructions qu'il donnait toujours. « Marche vite, ne t'arrête pas pour parler à qui que ce soit, et dès que tu arrives là-bas, demande à maman de te raccompagner, d'accord ?» À 19h45, Jeanne Van Calck est sortie pour la dernière fois de la maison de ses grands-parents. Elle a fait un signe de la main depuis la porte, a ajusté le panier sur son bras et a commencé à marcher sur la rue de la Loi, ses petites empreintes parfaites marquant la neige fraîche du trottoir. Ce qui aurait dû être une promenade de routine de 15 minutes deviendrait le début de l'une des enquêtes criminelles les plus désastreuses de l'histoire de Bruxelles. Jeanne n'est jamais arrivée à l'appartement de sa mère. La macabre découverte est le début de l'horreur. La nuit du 7 février s'épaississait, froide et sombre. Il était 23h45 quand Henri Dubois, un employé de nettoyage du Théâtre Royal des Galeries, et son fils adolescent, Marcel, marchaient dans la rue des Hirondelles, une rue étroite et mal éclairée en direction de leur maison. Le froid intense les faisait presser le pas, impatients de retrouver la chaleur du foyer. Ce fut Marcel qui a d'abord remarqué le volume étrange, une forme irrégulière recouverte de neige et partiellement enveloppée dans un tissu sombre. Il se trouvait près d'un tas de déchets et appuyé contre un mur de briques. « Papa, regarde ça », a dit le garçon en pointant le paquet. « Ça a l'air trop lourd pour être des ordures ordinaires. » Henri s'est approché avec prudence. Le paquet mesurait environ 60 cm de long, était attaché avec de grosses cordes et dégageait une odeur étrange que même le froid ne parvenait pas à masquer complètement. Il y avait des taches sombres qui semblaient avoir coulé de l'intérieur, colorant la neige d'une teinte sombre. « Ça ne me semble pas normal, Marcel », a murmuré l'homme en examinant le paquet sans le toucher. « Allons au commissariat. Ça ne sent pas bon. » Le 4e arrondissement de police de Bruxelles était situé sur la rue de la Régence. Lorsque père et fils sont arrivés, ils ont trouvé l'inspecteur de service, Charles Rousseau, un vétéran de 15 ans dans les forces de police, en train de terminer les rapports de la nuit. Rousseau était connu pour sa minutie, mais aussi pour son impatience face aux appels qu'il considérait comme triviaux. « C'est probablement un animal mort que quelqu'un a jeté », a-t-il dit initialement, avec un ton de dédain. Mais l'insistance et l'expression horrifiée d'Henri Dubois
l'ont convaincu d'enquêter personnellement. À 00h30, le 8 février, 3 policiers, dont Rousseau, sont retournés à la rue des Hirondelles avec des lanternes et une charrette. Le paquet a été soigneusement chargé et transporté au commissariat, où il serait ouvert en présence du chef des enquêtes, le commissaire Léon Verhaegen. Sous la forte lumière des lampadaires de la salle d'enquête, les cordes qui liaient le paquet ont été coupées avec précision. La couverture sombre s'est ouverte lentement, révélant d'abord des morceaux de vêtements d'enfants, une veste bleu marine, un tablier à carreaux, des chaussettes en coton blanc, et puis l'horreur s'est révélée complètement. Le corps mutilé d'une fillette, avec les jambes coupées au niveau des hanches, a roulé hors du paquet, tombant sur le sol. La coupe était précise, presque chirurgicale, et il y avait des signes évidents de violence sexuelle. Le silence qui a suivi dans la pièce était lourd, rompu seulement par les soupirs d'horreur des policiers. Au moment même où ils assimilaient la macabre découverte, une famille désespérée frappait à la porte du même commissariat. Françoise Van Kalk, accompagnée de ses parents et de voisins, venait signaler la disparition d'une fillette de 8 ans. Une fillette qui portait, le dernier jour où elle a été vue, une veste bleu marine et un tablier à carreaux. L'horreur avait un nom et une famille. L'autopsie et les incroyables défaillances de l'enquête. L'autopsie de Jeanne Van Kalk a été réalisée le matin du 8 février par le docteur Auguste Lemaire, médecin légiste officiel de Bruxelles. Le rapport révélerait des détails qui choqueraient même les enquêteurs les plus expérimentés et exposeraient l'extrême brutalité du crime. La fillette avait été forcée d'ingérer une quantité importante d'alcool, possiblement de l'eau-de-vie ou du genièvre, une substance qui aurait causé une intoxication grave dans son petit corps. Les signes de violence sexuelle étaient sans équivoque, indiquant un abus prolongé. La cause du décès était l'asphyxie par inhalation de son propre vomi, conséquence de l'intoxication alcoolique forcée. Mais l'aspect le plus troublant du crime était la mutilation post-mortem. Les jambes avaient été retirées avec une précision technique, à travers des coupes nettes faites au niveau des articulations des hanches. L'auteur a une connaissance anatomique considérable, a écrit le docteur Lemaire dans son rapport. Les coupes suggèrent une familiarité avec la dissection, peut-être un boucher, un chirurgien ou un étudiant en médecine. Le commissaire Léon Verhaegen a immédiatement organisé une équipe spéciale. Les canaux près du lieu du crime ont été dragués à la recherche des jambes de la victime, qui n'ont jamais été retrouvées. Des chiens policiers ont été utilisés pour rechercher d'éventuelles pistes olfactives, sans succès. L'enquête s'est alors concentrée sur des suspects qui correspondaient au profil établi par l'autopsie. Mais la recherche est devenue une comédie d'erreurs. José Mendoza, un boucher espagnol de 34 ans qui travaillait au marché central, a été le premier à être arrêté. Les voisins ont signalé son comportement étrange et le fait qu'il travaillait seul jusqu'à tard le soir. Après 5 jours d'interrogatoire intensif, il a été libéré avec un alibi solide. Il travaillait au marché au moment de la disparition de Jeanne. Ahmed Ben Ali, un Algérien de 28 ans, charretier au port de Bruxelles, a été arrêté sous l'accusation de comportement suspect avec des enfants. La seule preuve contre lui était des rumeurs de voisinage. Libéré après une semaine. Le docteur Marcel Nissens, un chirurgien retraité de 67 ans, est devenu suspect lorsqu'on a découvert qu'il fréquentait des asiles et des orphelinats en tant que bénévole. Sa réputation a été détruite par l'enquête, mais il n'y avait aucune preuve physique le reliant au crime. Il a été libéré après 2 semaines de détention préventive. Le cas d'incompétence policière le plus grave a impliqué Pierre Carlier, un apprenti boucher de 19 ans. Au cours de son interrogatoire, il a avoué le crime sous la contrainte physique, une pratique courante à l'époque. Quelques jours plus tard, il a tout rétracté, affirmant avoir été battu et menacé. Un avocat bénévole a prouvé que Pierre travaillait à Anvers à la date du crime. Malgré cela, il est resté en prison pendant 3 semaines, dans un abus d'autorité évident. Mais l'échec le plus grave et impardonnable a été le fait d'ignorer le témoignage d'une enfant. Marie Dubois, sans lien de parenté avec Henri Dubois, une amie d'école de Jeanne de seulement 9 ans, s'est rendue à la police accompagnée de sa mère. Elle jurait avoir vu Jeanne vers 20h15 le 7, marchant sur la rue de la Loi, à côté d'un homme bien habillé, avec un chapeau haut de forme et un manteau sombre. Marie a déclaré que Jeanne semblait connaître l'homme et discutait normalement avec lui. L'inspecteur Rousseau a sommairement écarté le témoignage avec un sourire de dédain. Nous ne pouvons pas baser une enquête criminelle sur le témoignage d'une enfant. Elles sont fantaisistes et peu fiables. Des années plus tard, l'avocat Louis Franck réviserait l'ensemble du processus et documenterait plus de 40 graves lacunes dans l'enquête. Preuves non collectées,
suspects arrêtés sans base légale, témoins ignorés et procédures systématiquement violées. Le meurtrier de Jan van Kalk n'a jamais été identifié parce que la police a refusé d'écouter la piste la plus prometteuse. Le deuil d'une ville et le legs d'un ange. La nouvelle du meurtre de Jan van Kalk s'est répandue à Bruxelles comme une traînée de poudre. À une époque où les journaux étaient la principale source d'information et où les crimes de cette nature se produisaient rarement, l'affaire a fait la une pendant des semaines. Le soir, le principal quotidien de la capitale belge a publié quotidiennement des mises à jour sur l'enquête, des interviews de voisins et des articles d'opinion sur la sécurité des enfants. La dernière heure n'est pas restée en arrière, consacrant des pages entières à ce qu'elle a appelé le crime du siècle. Mais c'est Émile Rossel, le propriétaire et rédacteur en chef du Le Soir, qui a transformé l'affaire de Jeanne en quelque chose de plus grand qu'une tragédie individuelle. Rossel, père de 3 filles, a été profondément bouleversé par les détails du crime et par l'échec de retrouver le meurtrier. Dans un éditorial publié le 10 février 1906, il a écrit « Jan van Kalk représente tous nos enfants. Sa mort ne peut pas être vaine. » Les funérailles ont été fixées au 11 février, un dimanche, à 14 h, à l'église Notre-Dame de Laeken. La famille s'attendait à une cérémonie simple, limitée aux parents et aux voisins. Ce qui s'est passé, cependant, a dépassé toutes les attentes. Dès les premières heures du matin, des gens de toutes les classes sociales ont commencé à se rassembler autour de l'église. Des familles entières, beaucoup avec des enfants de l'âge de Jeanne, sont venus rendre hommage. Les ouvriers ont interrompu leur travail dominical, les commerçants ont fermé leurs magasins et même des membres de l'aristocratie belge sont venus. À 13h30, lorsque le cercueil blanc a quitté la rue de la Loi en direction de l'église, une foule estimée à plus de 10 000 personnes, composée principalement de femmes et d'enfants, a accompagné le cortège. C'était une masse humaine silencieuse et respectueuse, beaucoup portant des fleurs blanches. Françoise van Kalk, vêtue entièrement de noir et appuyée sur les bras de ses parents, pouvait à peine marcher, submergée par la douleur. Le grand-père Jules se tenait droit, mais des larmes coulaient sans cesse sur son visage marqué par des années de dur labeur. Le père Henri Mans, curé de Notre-Dame de Laeken, a mené une messe solennelle où il a dit dans son homélie « Jeanne n'est pas morte seulement pour sa famille, mais pour notre ville entière. Chacun de nous a perdu une fille aujourd'hui. » Après la messe, Émile Rossel a publiquement annoncé une initiative qui marquerait à jamais la mémoire de Bruxelles. Le soir ouvrirait une collecte publique pour ériger un monument en hommage à Jan van Kalk sur la rue des Hirondelles, l'endroit exact où son corps a été retrouvé. La réponse populaire a été extraordinaire. En 3 semaines, plus de 15 000 francs belges ont été collectés. Une fortune pour les normes de l'époque. Des artisans, des ouvriers, des commerçants, des médecins et même des enfants ont contribué avec leurs petites économies. Le monument a été commandé au sculpteur Auguste Delvigne. Fait de marbre blanc de Carrare, il montrait le visage serein de Jeanne, immortalisé comme l'ange de la rue des Hirondelles. Sur la base, une inscription simple et émouvante à Jan van Kalk, victime innocente. Que sa mémoire protège tous les enfants de Bruxelles. L'impact du crime sur la vie quotidienne de la ville a été immédiat et durable. Les enfants ont cessé de circuler seuls dans les rues, même pendant la journée. Les parents ont organisé des programmes d'accompagnement collectif pour emmener leurs enfants à l'école. La peur s'est installée, en particulier dans les quartiers ouvriers, où de nombreuses familles n'avaient pas d'autre choix que de laisser leurs enfants seuls pendant qu'ils travaillaient. Jan van Kalk était devenue plus qu'une victime. Elle était maintenant un symbole de la vulnérabilité des enfants et de la nécessité urgente de protéger les plus vulnérables. L'affaire Annette Bello, la tragédie se répète. Alors que les habitants de Bruxelles commençaient à oublier l'horreur de l'affaire Jan van Kalk, un nouveau crime allait secouer la ville, ramenant toutes les peurs et les questions non résolues de l'année précédente. C'était le 15 décembre 1907, un après-midi de dimanche froid dans le quartier d'Uccle, une zone résidentielle au sud de Bruxelles. La famille Bello vivait modestement dans une maison de plain-pied sur la rue de Stahl, une rue tranquille, où les enfants jouaient librement dans les cours. Annette Bello, 6 ans, jouait dans le jardin avec son frère Georges, de 2 ans son aîné. C'était une fillette vive, aux cheveux blonds et aux joues roses à cause du froid, connue dans le voisinage pour son rire contagieux et sa curiosité infinie. Vers 15h30, un homme bien habillé s'est approché de la clôture qui séparait le jardin de la rue. Georges s'est souvenu plus tard de détails précis. Un manteau sombre, un chapeau de feutre, une canne avec un manche en argent, l'apparence respectable d'une personne éduquée.
« Les enfants, a dit l'homme d'une voix douce, aimeriez-vous avoir des bonbons? Je connais une nouvelle confiserie qui distribue des échantillons gratuits. » George a hésité, se souvenant des leçons de ses parents sur le fait de ne pas parler aux étrangers. Mais Annette, plus jeune et confiante, s'est approchée de la clôture avec intérêt. « C'est loin d'ici, monsieur ?» a-t-elle demandé, avec l'innocence typique d'une enfant de 6 ans. « Non, c'est tout près. Vous serez de retour avant le dîner ?» a répondu l'homme en tendant la main. « Allons-y, ce sera amusant. » George, avec ses 8 ans, a senti que quelque chose n'allait pas. « Annette, rentrons. Maman a dit de ne pas quitter le jardin. » Mais Annette avait déjà pris sa décision. Elle a pris la main de l'étranger et a dit à son frère « Je vais juste chercher des bonbons et je reviens vite. Ne le dis pas à maman, d'accord ?» Ce fut la dernière fois que George a vu sa sœur vivante. À 19h, lorsque les parents Marcel et Catherine Bello sont rentrés, George a avoué nerveusement ce qui s'était passé. Le désespoir s'est immédiatement emparé de la famille. À minuit, la police a été informée. Le commissaire Verhegen, le même que pour l'affaire Jeanne Van Kalk, a personnellement pris en charge le cas, craignant ce qu'il pourrait trouver. La recherche nocturne a impliqué plus de 50 policiers et des dizaines de bénévoles, mais aucune trace d'Annette n'a été trouvée. Le lendemain matin, un agriculteur qui se rendait au travail dans les champs de Drogenbos a découvert le corps de la fillette dans un petit bois. L'autopsie réalisée par le même docteur Auguste Lemaire qui avait examiné Jeanne a révélé une répétition macabre. Annette Bello avait subi une violence sexuelle brutale. Comme Jeanne Van Kalk, elle avait été forcée d'ingérer de l'alcool avant de mourir asphyxiée par son propre vomi. La seule différence cruciale était que le corps était intact. Il n'y avait pas eu de mutilation. Dans son rapport, le docteur Lemaire a écrit « Les méthodes utilisées, l'extrême violence, l'utilisation forcée d'alcool et la cause du décès sont pratiquement identiques à l'affaire Van Kalk. Nous avons de fortes indications que nous avons affaire au même criminel. L'enquête a suivi le même schéma désastreux que l'affaire précédente. Des suspects ont été arrêtés et libérés sans critères scientifiques. » Le témoignage de George Bello, un enfant qui avait vu le criminel de près, a de nouveau été écarté comme peu fiable. George a fourni une description détaillée. Un homme entre 35 et 45 ans, de taille moyenne, bien habillé, avec un accent raffiné, une canne coûteuse, l'apparence d'une personne éduquée et avec des ressources financières. Malgré cela, la police a préféré suivre de fausses pistes. Louis Franck, l'avocat qui avait publiquement critiqué l'enquête sur l'affaire Jeanne Van Kalk, s'est proposé d'accompagner l'affaire d'Annette. Dans un article publié dans le journal des tribunaux, il a écrit « La police de Bruxelles fait preuve d'une incompétence systématique qui frise la complicité avec le criminel. 2 enfants sont morts à cause de notre incapacité à les protéger. Comme dans le cas précédent, personne n'a été condamné pour le meurtre d'Annette Bello. La peur a de nouveau envahi Bruxelles, plus intense qu'avant. Mémoire, mystère et un héritage de lutte. Plus d'1 siècle s'est écoulé depuis que Jeanne Van Kalk a marché seule pour la dernière fois, et l'affaire qui a ébranlé la capitale belge reste officiellement non résolue. Le meurtre brutal de la fillette, suivi du crime tout aussi choquant contre Annette Bello, s'est transformé en une blessure historique qui n'a jamais complètement cicatrisé. Le monument en marbre érigé sur la rue des Hirondelles a résisté aux 2 guerres mondiales, à l'occupation nazie et aux transformations urbaines. Encore aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, les habitants et les touristes déposent des fleurs fraîches au pied de la statue qui immortalise le visage serein de Jeanne. Le lieu est devenu une référence non seulement historique, mais aussi un symbole de la lutte pour la protection de l'enfance. La fondation Jeanne Van Kalk, créée en 1925 à l'initiative de Louis Franck, s'est consacrée pendant des décennies à l'amélioration des méthodes d'enquête belges et à la création de protocoles spécifiques pour les crimes contre les mineurs. Elle a été l'une des premières organisations européennes à défendre l'utilisation systématique de preuves scientifiques et la valeur des témoignages d'enfants dans les affaires pénales. Des études criminologiques modernes, réalisées dans les années 1980 et 1990, ont revisité les 2 affaires avec des techniques d'enquête contemporaines. Le docteur Michel Boudard, professeur de criminologie à l'Université libre de Bruxelles, a conclu en 1987 « En analysant les éléments disponibles avec la méthodologie actuelle, nous sommes fermement convaincus que les crimes ont été commis par le même individu, probablement quelqu'un avec une position sociale élevée, des connaissances médicales ou anatomiques et un accès facile aux enfants de familles vulnérables. Le profil dressé par les experts modernes désigne un criminel entre 30 et 50 ans au moment des crimes, probablement un médecin, un vétérinaire, un professeur ou un commerçant respecté.
quelqu'un dont l'apparence et la position sociale inspiraient une confiance immédiate, surtout chez les enfants. L'hypothèse la plus acceptée est que le meurtrier est mort ou a quitté Bruxelles peu après l'affaire Annette Bello. Les dossiers de police de l'époque montrent qu'au moins 12 familles des classes moyennes et supérieures ont quitté la ville entre 1908 et 1910, s'installant dans d'autres régions de la Belgique ou à l'étranger, mais aucune enquête n'a été menée à l'époque pour vérifier d'éventuels liens. Françoise Van Calck ne s'est jamais remise de la perte de sa fille. Elle a déménagé à Liège en 1909, où elle a travaillé comme gouvernante jusqu'à sa mort en 1934, à l'âge de 54 ans. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'autres enfants. Jules Van Calck, le grand-père qui s'est blâmé toute sa vie d'avoir laissé Jeanne partir seule pour la première fois, a développé de graves problèmes psychologiques. Il a cessé de travailler au théâtre, il ne supportait plus les foules, et a survécu avec une petite pension jusqu'à sa mort en 1912. La famille Bello s'est également décomposée après la tragédie. Marcel et Catherine se sont séparés en 1910, et Georges, le frère qui avait été témoin de l'enlèvement, a grandi tourmenté par des cauchemars. Les affaires de Jeanne Van Calck et d'Annette Bello ont laissé un héritage qui a transcendé la sphère criminelle. Elles sont devenues des jalons dans l'évolution des droits de l'enfant en Belgique et ont directement influencé la création de lois plus strictes pour les crimes contre les mineurs. Aujourd'hui, en marchant sur la rue des Hirondelles, maintenant une artère commerciale très fréquentée, il est difficile d'imaginer qu'un corps mutilé de 8 ans y a été découvert. Mais le monument demeure, et l'inscription sur son marbre reste d'actualité. Que sa mémoire protège tous les enfants. Jeanne Van Calck et Annette Bello n'ont jamais eu justice au sens juridique du terme. Leurs meurtriers n'ont jamais été punis, leurs familles n'ont jamais trouvé la paix, et des dizaines de défaillances policières ont empêché la vérité de faire surface. Mais leurs morts n'ont pas été complètement vaines. Elles sont devenues des symboles puissants de la nécessité éternelle de protéger les plus vulnérables et de la responsabilité collective que nous avons tous pour la sécurité des enfants. Plus d'un siècle plus tard, leurs noms résonnent encore à Bruxelles, nous rappelant que certaines tragédies, même sans solution définitive, peuvent générer des changements durables dans la conscience d'une société entière. Le mystère de qui a tué Jeanne Van Calck et Annette Bello ne sera probablement jamais résolu, mais le souvenir de 2 fillettes innocentes reste vivant, protégeant les générations futures à travers les leçons douloureuses que leurs morts nous ont enseignées.